Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Autour du conte. Francis Desilets au micro. Je voudrais tout d'abord souhaiter une belle fête des mères à toutes les mamans, aux mères veilleuses, comme on le dit aussi. Où que vous soyez, merci. Nous recevons aujourd'hui Jean L'Océan, un conteur de Martinique, plus de 20 ans de contes et autres en culture, qui est avec nous ici dans le cadre, entre autres, du festival Festilou, les contes pour la jeunesse, organisé par Sylvie Bello, entre autres, qui sera avec nous au micro en fin d'émission pour parler un petit peu du festival qui bat son plein présentement. J'ai le goût de te souhaiter la bienvenue au Québec Merci beaucoup. et Merci. j'oserais même Bonjour dire à tout le monde. re-bienvenue. Merci. J'imagine que tu t'y plais puisque tu reviens. Moi, T'étais chez nous cet automne. oui, je pense que je suis arrivé hier, donc du coup, je pense que ça va être sympa de retrouver les gens, le public. Eh bien, très content que que tu aies accepté de venir à l'émission. Et puis merci à Sylvie Bello de m'avoir invité. Ben oui, et invité à nouveau ici. Mhm. On est chanceux d'avoir de la belle visite des Caraïbes, de la Bah, Martinique. merci, je suis flatté. Je commence pratiquement tout le temps de la même façon en demandant à la personne invitée comment elle arrive la discipline ou le conte dans votre vie, ça apparaît comment? Euh, pour moi, au départ, c'était pas très évident. C'était quelque chose d'assez nébuleux au départ, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu, je dirais pas une transmission, mais dès mon plus jeune âge. Mais c'est quand je me suis éloigné de l'île de la Martinique, j'ai compris la valeur du conte. Et parce que je travaille en théâtre, et c'est là que en m'éloignant, puisque je vivais en France à cette époque, il y a plus de 20 ans, et là j'ai eu vraiment envie de renouer avec les sources, avec le conte. Est-ce que j'avais pas entendu aussi que dans les veillées mortuaires, Tout à fait, il y oui. avait du conte qui se faisait autour de vous? Exactement, donc j'ai connu le conte par ce biais également. Moi j'étais tout petit à l'époque, donc les veillées mortuaires se déroulent chez l'habitant, chez la personne décédée, chez la famille. Donc on imagine, il y a tous les quartiers des environs qui viennent, des alentours, donc il y a plus d'une centaine de personnes, même 200 ça peut dépasser, donc ils mettent des tentes au-dessus des pelouses pour agrandir pour l'espace. Et les gens sont reçus comme dans une cérémonie, quoi, comme dans une fête. Et ça mange, ça rigole, ça boit et ça compte aussi. Ça raconte des fois l'histoire. Les gens qui connaissent, les conteurs qui connaissent le mort racontent un petit peu sa vie. Et puis il y a d'autres conteurs qui viennent aussi de l'extérieur qui racontent des contes. Donc, est-ce que ça se fait encore aujourd'hui, tout ça? Ça se fait, mais il y a des régions, par exemple dans le nord de la Martinique, dans les terres, dans les campagnes, ça se fait encore, oui. Oui. Je lisais dans votre bio, dans ta bio, pardon, que avec ta compagne Laurence Ouais. Cousinet Leccioni, Mhm. vous avez entrepris de bâtir une salle de spectacle. Est-ce que c'est avancé? Est-ce que c'est abouti? Ouais, c'est pratiquement abouti, hein, petit à petit, puisque nous on le fait avec nos deniers à chaque fois. C'est OK. vraiment un rêve qu'on est en train d'accomplir, quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire, apporter un truc, un élément, un lieu de plus en Martinique, puisque ça manque, hein, tout est centralisé au centre, la scène nationale, l'atrium et puis le théâtre Aimé Césaire. Et puis, il n'y a pas d'autre lieu pour diffuser les spectacles des autres artistes ou bien pour qu'ils puissent venir créer les lieux. Bien sûr, il y a des lieux dans les mairies, mais qui ne sont pas vivants, quoi, les gens, les artistes n'ont pas accès. Donc, on a voulu créer ce lieu pour vraiment qu'ils viennent créer leur spectacle, qu'ils soient en résidence et puis qu'ils puissent diffuser leur spectacle, montrer leur spectacle tout simplement. Et nous-mêmes aussi. Faire vivre aussi ce lieu, comment dire, donner des cours, tout ça. Enfin bref, ça prend forme petit à petit, mais c'est pratiquement terminé le lieu. Donc, c'est au Lamentin, hein? C'est au Lamentin, Faut c'est à la bien le campagne dire. du Lamentin. C'est un petit théâtre, quoi. Il y a une petite jauge de 70 personnes à peu près. Et donc on a voulu dévouer ça vraiment à la danse, au conte et au théâtre. Donc, c'est important pour vous de vous impliquer dans le développement culturel du coin de pays? Oui, c'est important. C'est une île qui a besoin de culture. C'est un peuple qui a besoin qu'ils puissent savoir, que les gens sachent que le théâtre, c'est pour eux aussi. Parce que le public martiniquais est friand de certains spectacles
Mais il y a d'autres spectacles comme le théâtre dramatique ils viennent moins souvent. Donc vraiment, c'est pour leur dire que vraiment, c'est du théâtre populaire aussi. Donc c'est accessible parce que c'est une histoire assez profonde, assez lourde, notre histoire. Donc les gens ont l'impression toujours qu'ils sont pas à leur place dans un théâtre, tout simplement. Donc c'est pour leur dire aussi, c'est chez vous aussi, vous avez votre place, c'est fait par des Martiniquais, comme vous, parce que moi-même, je suis aussi du cru des habitations, des habitations des Béquets. Du Lamentin même? Du Lamentin. Quand je dis habitation, il faut imaginer, c'est les cases, nos petites cases des travailleurs des champs de canne à sucre après l'abolition de l'esclavage. Donc ça a pris place, ces travailleurs sont venus, puisque les Africains qui étaient libres ne voulaient plus travailler. Donc, de par mon père qui est indien, il y a une communauté indienne qui est venue travailler, remplacer la main-d'œuvre africaine. Donc, on les a logés sur ces habitations des béquets, des colons, et dans des petites cases. Et tout autour, il y avait des champs de canne à sucre, tout simplement. Et moi, mon père, il est né là, mon grand-père, il est né, mon arrière-grand-père est sorti d'Inde, donc il n'est pas né là. Mais moi, je suis né sur cette habitation, donc c'est comme je te disais, sortir de ça et pour arriver au théâtre, c'était un peu compliqué. Moi-même, dans mon imaginaire, je n'avais jamais pensé au théâtre ou au conte, tout simplement. Donc les racines sont profondes dans le Lamentin, c'est pour ça que tu y œuvres pour... Voilà. D'ailleurs, le théâtre a été construit sur une habitation de Béquet, là où il y avait les champs de canne à sucre, là où vraiment les aïeux ont souffert, ont transpiré, ont laissé leur sang. C'est vraiment magnifique, ça. Et c'est là que se tiennent déjà les soirées mensuelles des contes et théâtres du jardin? Tout à fait, tout à fait. Donc ça commence, donc il y a une première partie conte, où, dans le jardin, tout simplement, avec de jolies lumières. Et puis les gens, ils viennent avec leurs chaises pliantes, c'est très convivial. Et puis une deuxième partie dans la salle, dans le petit théâtre, soit un spectacle de conte, soit du théâtre, soit de la danse, tout simplement. En général, c'est pas un endroit où les artistes viennent, ils font un spectacle et puis ils repartent. Il y a vraiment un mélange avec un alliage, comme je dirais. Il y a vraiment un vrai contact, un vrai échange avec l'artiste et les gens. Et puis, des fois, les gens, ils emmènent un truc à manger à la fin, on partage un pot, voilà. Et c'est hyper humain, hyper bon vivant, quoi. Donc, tout ça est chapeauté par la compagnie Caravane, dans laquelle vous êtes avec vos deux comparses qu'on peut nommer. Oui, avec Laurence Cousinet-Letchimi et puis il y a Thierry Siou. Thierry Siou, il vit en France, mais souvent il vient en Martinique aussi, ou bien nous, des fois, on part en France pour créer avec lui. Et c'est une famille, hein, vraiment, une famille. Ben oui, on voit ça, de nombreux spectacles à votre actif, mélangeant conte, danse, théâtre. Oui, à l'origine, moi, j'ai rencontré ces deux Lascars-là en France. Moi, je les ai rencontrés en France, je voyais ce qu'ils faisaient. Et il y avait tellement une complicité entre eux. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand je les voyais danser. Ils racontaient une histoire. C'était un duo de danseurs au départ. La danse contemporaine, en classique, enfin, il racontait une histoire. C'est la première fois que je voyais de la danse qui raconte une histoire. Mais moi, je me suis dit, mais ça s'approche de ce que je fais en tant que conteur. Et c'est comme ça, petit à petit, ils avaient besoin de quelqu'un qui parle. Et comme ça, j'ai intégré la compagnie et j'ai commencé à travailler avec eux, à créer avec eux, à faire partie du carcan familial, quoi. Vous êtes la voix. Ouais. Une des voix. Une des voix, on va dire une des voix, ouais, c'est simplement. On espère. Dans le métier qu'on fait, conteur, entre autres, avec l'écriture, le seul en scène, ça peut être en partie solitaire comme métier, quand même. Mais on est appelé à participer à des festivals, des collectifs. Entre autres, je t'ai vu à Trois Pistoles avec Danny Tardif. C'est quoi ton rapport à l'autre dans le métier de conteur, dans ces rencontres-là? C'est important, parce que comme tu dis, au départ, le conteur, il est seul. Donc, tu crées seul, tu es seul sur scène, tu travailles seul le plus souvent. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose, une force intérieure, une envie pour continuer ce travail, tout simplement, parce qu'on peut être vite dérouté par ça, par la solitude. Mais effectivement, quand je retrouve Laurence avec Thierry, quand je retrouve d'autres personnes, comme Danny, par exemple, lors du Festival des Trois Pistoles, c'est un bouffée d'air, c'est un changement. On a besoin de changement dans notre cerveau, ça fait du bien. Oui, hein? Donc, c'est essentiel. Donc, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et
j'ai l'impression que c'est le moment où je vibre plus, que je prends mon pied, pour ainsi dire. Une fois que le spectacle est fait, je suis content de le montrer au public, bien sûr, mais c'est dans la création, vraiment, cette créativité qui en part dans tous les sens, et puis après on revient à quelque chose d'essentiel, en commun, et puis on écoute l'autre, on entend la vie de l'autre, puis on dit ah oui, oui, mais peut-être qu'il a raison ce qu'il dit, et puis des fois on bute, on ne sait pas comment continuer, et puis au fil du temps, le soir, enfin pendant la nuit, les idées viennent, et ça c'est magique, quoi. On est incroyable, nous les êtres humains, pour ce point de vue créatif, c'est extraordinaire, quoi. Et on se nourrit des autres. Et on se nourrit des autres. Heureusement qu'il y a les autres, heureusement qu'il y a les gens, heureusement qu'il y a le public. C'est pour ça que le public est aussi important qu'un bon spectacle en général, c'est qu'il y a un bon public aussi et une bonne création. J'ai envie d'aborder avec toi, avec Caravane, plusieurs spectacles de théâtre, conte et danse. Et dernièrement, en 2023, vous avez mis en place le spectacle Alicaire Sucre-Amer. Ouais. Sur le journaliste André Alicaire qui a été assassiné en 1934. Oui, c'est ça. Alors qu'il dénonçait les magouilles du béquet Eugène Aubéry. Tout à fait. On peut dire que c'est un peu en rupture de ton avec vos autres spectacles que vous avez créés quand même. Ouais. Est-ce que c'est pour le devoir de mémoire que vous avez fait ça, que vous avez décidé de mettre ça en scène sur le devant comme ça après? Alors au départ, c'était un appel à projet de Tropicat Guillaume, une scène nationale. Il y avait plusieurs auteurs du moins caribéens, et dont un livret d'opéra que Vincent Placoli avait écrit. Enfin, écrit, c'est beaucoup dit, c'était un livret d'opéra, il n'y avait pas de texte du tout. Et j'ai dit à Laurence, à l'époque, qui fait partie de la compagnie, ma compagne, j'ai dit, mais allez, c'est ça. Moi, je veux faire ça. Parce que petit, moi, je suis du Lamentin. André Alicaire, il habitait au Lamentin. Et à la place André Alicaire au Lamentin. Et mon papa m'a toujours parlé de ce monsieur André Alicaire. Mon papa qui travaillait sur l'habitation de Roger Aubéry, le fils d'Eugène Aubéry qui a fait assassiner Alicaire. Donc, c'était important pour moi quand mon papa me racontait ça, je me disais, mais c'est pas juste, c'était révoltant cette histoire. J'étais rouge de colère. Et je me disais, mais il a jamais été inquiété, Aubéry, enfin, il est mort, il n'a jamais été inquiété. Donc, et puis on n'en a pas parlé beaucoup. Du coup, et en théâtre, on n'avait jamais fait de spectacle sur André Alicaire. Il y a eu un film avec Patrick Chamoiseau, avec Guy Deslauriers, voilà, comme cinéaste, comme scénariste, Patrick Chamoiseau. Mais il n'y avait pas eu de théâtre vraiment, ou bien on aurait pu faire un conte aussi, hein, ça pouvait être une histoire, hein. Mais on a voulu défendre, on a voulu raconter l'histoire, donc on s'est documenté, c'est une histoire vraie, on n'a rien inventé. Laurence, qui a fait l'écriture, était allé se documenter aux archives départementales de la Martinique. On s'est basé sur 2 bouquins qui existent, dont Georges Mauvois et Armand Nicolas, qui racontent, c'est très très bien écrit, très bien fait, qui raconte vraiment toutes les procédures. Donc c'est quelque chose qui est sur la place publique, hein, tout simplement. Ouais. Donc on n'a rien inventé, on n'accuse pas un monsieur sans... Enfin, tout le monde sait, toute la population à l'époque savait que c'était Eugène Aubéry, mais c'était l'homme le plus puissant à l'époque de Martinique, un mec qui est très très puissant. Donc il a mis tout le monde, le gouverneur, les sénateurs, tout le monde dans sa poche, les ministres, voilà. Comme on dit, le bon Dieu ne le sait pas, mais le diable sans doute. Le bon Dieu, oui. Le bon Dieu ne le sait pas, mais le diable sans doute. Quand tout le monde le sait, mais qu'on n'ose pas dire. Puis c'était quand même brûlant encore d'actualité avec toutes les manifestations, les émeutes qu'il y a eu, un peu en rapport aussi à la vie chère et tout ça. Vous étiez quand même brûlant d'actualité pour un phénomène qui s'est passé il y a 90 ans. Tout à fait. Ça a un écho d'ailleurs après le spectacle. Les gens, souvent, il y a un échange avec le public, il reste, et des fois c'est plus long que le spectacle. Le spectacle dure pratiquement 1h30, et des fois c'est encore plus long l'échange avec le public que le spectacle même. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a un rapport aussi qui a un lien très fort qu'on retrouve avec le chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a pollué les terres martiniquaises. Ouais. Alors que c'est pareil, c'est les puissants, on ne va pas nommer les noms, on sait déjà qui ont fait entrer ce produit en Martinique parce qu'ils ont le bras long, encore une fois, et ça a empoisonné toute la terre, c'est dans le champ de bananes pour lutter contre un champignon qui se trouvait dans les bananes,
dans les pieds de banane, et du coup, ça a pollué pratiquement, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être pratiquement 75% de la terre en Martinique. Et on a vu qu'il y avait un lien entre le cancer de la prostate et ce produit. Mon papa, par exemple, il travaillait dans les champs de bananes, il est mort d'un cancer de la prostate. Et on a 340 000 habitants en Martinique, et c'est le département qui a le plus fort taux de cancer de la prostate en France. Un lien avec ce produit. Ouais, avec ce produit, entre autres. Hein, puis la vie chère, comme tu as dit, c'est encore eux qui ont le monopole. Les béquilles. Même s'ils disent le contraire, mais on voit que c'est eux qui construisent partout, qui détiennent toute la richesse, les lieux stratégiques, les supermarchés, même les locaux. Hein. Il y a d'autres Martiniquais qui louent, mais on va louer chez eux. C'est eux qui détiennent toutes les richesses, quoi, et les terres aussi. Jean, je suis obligé de nous arrêter ici. On va aller écouter une chanson d'Eugène Mona, Bois brûlé. Et ensuite, on t'écoute compter. Magnifique. J'aurais adoré que tout le monde puisse entendre la discussion qu'on a eue pendant la chanson sur Eugène Mona et sur toutes sortes d'autres choses. Mais là, l'émission file. Et Jean, je te laisse le micro pour un conte d'une histoire. Alors, un jour, M. Malbos remarque assis sur une palette de la cour de son entreprise la femme de Robert. Robert, c'est le plus fidèle employé de M. Malbos. Ça fait des années que ça dure. Hein. Dévoué, jamais malade, toujours à pied d'œuvre, par tous les temps, cyclone, grève ou embouteillage. Donc, Robert avait sûrement presque terminé son travail, sa femme l'attendait là, peut-être qu'ils devaient aller faire des commissions ensemble. Oui, c'est qui cette jolie femme-là, se dit M. Malbos en regardant l'épouse de Robert par les persiennes de son bureau. Waouh, regardez-moi ses talons aiguilles, ses jambes, ses cuisses, ses tétons qui percent son chemisier, ses lèvres pulpeuses. J'aimerais tellement toucher à tout cela, miam, miam, miam. Et M. Malbos, qui avait des bras longs, décida de l'allonger un petit peu plus pour satisfaire son envie. Sans pièce, qualité, scrupule, il s'arrangea pour la faire venir de son lit. Je dois vous dire que l'épouse de Robert ne se fit pas prier. Donc, M. Malbos était là un après-midi de carême à faire mal élevé à Levequel sous sa moustiquaire dans son grand lit, quand il lui vient une idée bizarre. Faire venir Robert le mari. Donc il cherche son portable, il regarde un petit peu partout sur la table de chevet, il ne trouve pas son portable et il voit, finalement il a pensé qu'il avait retiré ses vêtements là, précipitamment quand il est arrivé dans la chambre avec la femme de Robert. Donc il regarde son pantalon qui est sur le parquet et dans la poche il y a le portable, il compose le numéro de Robert. Robert est au travail, il voit le numéro de son patron s'afficher sur l'écran, il décroche bien sûr. Il trouve ça bizarre que son patron lui demande de venir à 7 heures chez lui. Mais c'est le patron, que voulez-vous? Donc, quelques minutes plus tard, Robert arrive donc chez son patron. Mademoiselle Dédé, la vieille gouvernante de M. Malbos. Ça fait des années que ça dure. Dévouée, jamais malade, toujours à pied d'œuvre par tous les temps. Cyclone, grève ou embouteillage. Mademoiselle Dédé fait donc entrer Robert dans la grande maison du patron. Mamaï, l'horizon de toutes les manières bouché par le gros dada de Mademoiselle Dédé qui monte difficilement le grand escalier de la maison. Robert suit Mademoiselle Dédé en observant cette vue panoramique qui s'étale devant sa vue. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc il monte l'escalier, ils arrivent tout en haut de l'escalier, ils marchent dans le couloir et ils s'arrêtent devant une porte fermée. C'est là que monsieur vous attend, hein? Dit Mademoiselle Dédé, et en faisant vivement le signe de la croix, manière de dire que le bon Dieu fait bien les choses parce qu'elle ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Elle connaît bien son patron. Autant de moi dire. Donc restez seul. Robert frappe sur la porte, pas de réponse. Donc il pose sa main sur la poignée de la porte, ouvre la porte un petit peu, passe la tête et voit son patron sous l'oreiller, décoiffé. Et le patron est en train de caresser le corps d'une femme cachée sous un drap froissé. Robert sourit et s'apprête à refermer la porte. « Oh, rentre mon petit Robert, dit M. Malbos. En plus, tu m'es dévoué, jamais malade, toujours à pied d'œuvre, par tous les temps, cyclone, grève ou embouteillage. Et puis regarde ces splendeurs, lui dit M. Malbos, qui commence à dénuder la femme. Une cheville fait glisser le drap, un mollet, une cuisse entre les cuisses, le ventre, un téton, une boucle de cheveux, il maintient le drap sur le visage de la femme, pas trop de pression, il refait glisser le drap vers le ventre, la moiteur d'un sexe endormi, n'est-ce pas formidable, mon petit Robert? Miam, miam, miam. Mamaï, Robert, les deux graines coco aux yeux de Robert écarquillées comme si c'était les deux gros dada pommes fesses de Mademoiselle Dédé. La gorge tout bonnement sèche, Robert trouve que ce corps est vraiment... Enfin, il n'existe aucun mot pour qualifier ce que Robert ressent.
Je dirais que Robert trouve ce corps est vraiment 3 petits points. Au 4e petit point, complètement troublé, Robert s'en mêle les pieds et manque de basculer sur le lit où est allongée la femme au visage caché. Alors mon petit Robert, du bout de la tour, hier soir, il est sur moi. En plus, tu m'as dévoué, jamais malade par tous les temps, cyclone, grève ou embouteillage. Et puis, mon petit Robert, tu travailles beaucoup, tu es un bon ouvrier, ça fait des années que tu travailles pour moi. Aujourd'hui, c'est ta récompense. Caresse-la. Robert, arrête ta timidité, je dis de la caresser. Tu dois demain matin, tu pointes au chômage. Robert n'a pas le choix. Donc, Robert se baisse, il commence à effleurer la femme du bout des doigts, une cheville, un mollet, une cuisse entre les cuisses, le ventre, le téton. Et Robert, c'est un homme. Robert, c'est un homme. Robert ne tient pas en place. Donc, Robert a chaud. Robert retire sa chemise. Robert retire ses chaussures. Robert retire son pantalon. Robert retire son caleçon. Et Robert s'allonge et Robert commence à travailler. Robert travaille, il travaille. Et quand le Robert est sur le point de marquer le but, Monsieur Malbosse baille et tout en s'étirant, il tapote sur l'épaule de Robert. Alors mon petit Robert, tu m'es dévoué, jamais malade par tout le temps, cyclone, grève ou embouteillage. Hein? Mais l'heure tourne mon ami, je ne voudrais pas te mettre en retard à ton travail, alors vas-y. Bon bye, depuis ce jour-là, je ne sais pas si l'épouse de Robert est revenue l'attendre après son travail, ou bien si elle est retournée sous la moustiquaire de M. Malbosse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Robert ne toucha plus du tout son épouse, obsédé qu'il était par cette femme dont il ignorait le visage. Jour après jour, cyclone après cyclone, embouteillage après embouteillage, il la chercha sans savoir qu'elle était couchée à côté de lui toutes les nuits. Mi bella baba. On n'a plus beaucoup de temps. Je suis avec Sylvie Bello qui est avec nous, Jean, pour le Festilou. Il nous reste à peine une minute pour discuter un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, Sylvie. Alors, il y a plein de choses qui s'en viennent. On a Jean qui est avec nous pour la semaine. On a Virginie Lagarde qui vient la semaine prochaine de France pour raconter. On a les dimanches Planète Rebelle à Festilou. Donc, on a commencé aujourd'hui avec première rencontre autour du saltimbanque de Catherine Bard. La semaine prochaine, c'est Suivez le Capitaine Fourmi avec Yann Fournier. Et le dimanche 25 mai, la journée des pédéros avec René Robitaille pour les familles. On a aussi 2 journées dans les parcs, au parc Molson, au parc Baldwin, les 24 et 25 mai, avec nos amis de Berceur du Temps, les conteurs, on célèbre la parole. Et c'est sur festilou.com pour les détails. Beaucoup de shows, beaucoup de spectacles de l'esquisse. Python, le mot pour ce soir.